Bonsoir, je m'appelle Pascal, je suis soutien depuis 5 ans, je viens à l'origine du monde .NET, dans lequel je suis tombé il y a 9 ans. J'ai fait surtout du web et en fait il y a 2 ans, j'ai commencé une mission à la FNAC où j'ai commencé une transition vers de l'iOS. Donc je vais vous parler en gros ce soir je ne vais pas parler très technique, on va essayer de survoler un peu les différents enjeux, de ce à quoi on peut s'attendre quand on veut aujourd'hui commencer à développer sur ce genre d'appareil. Alors, est-ce que tout le monde sait de quoi je parle quand je parle d'iOS? Il y en a qui voient, il y en a qui ne voient pas. D'accord, a priori tout le monde voit ce que c'est, donc c'est le système d'exploitation qu'on a sur iPhone, mais également sur iPad, et également sur iPod Touch, c'est le même. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi s'intéresser particulièrement à iOS. Déjà, d'une manière générale, pourquoi s'intéresser au mobile? Il y a ce monsieur qui s'appelle Luc Wroblewski, qui est une espèce d'évangéliste qui s'intéresse énormément à tout ce qui est interface utilisateur et ce genre de choses, qui a inventé ce concept de mobile first. En tout cas, il le diffuse énormément. Mobile first, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je veux lancer un service web, par exemple, ou lancer une application, quelque chose, je vais d'abord le penser sur le mobile et ensuite m'intéresser aux autres façons de le consommer. Par exemple, un ordinateur, une tablette est aussi un device mobile, ou une télé connectée. Pourquoi on peut s'intéresser de cette manière au mobile? Pourquoi c'est aussi important? On peut imaginer que c'est un appareil qui, somme toute, est assez périphérique. Finalement, c'est pas du tout la même chose de consommer de l'Internet par rapport à un ordinateur. Nous qui sommes beaucoup familiarisés avec l'informatique, on ne conçoit pas forcément quelque chose qui est que, par exemple, 31% des adultes américains qui ont un smartphone et qui s'en servent, je viens de bloquer mon téléphone, ils s'en servent principalement pour accéder à Internet. C'est leur objet principal pour accéder à Internet. Un tiers presque. Et il y a plusieurs chiffres comme ça qui montrent que depuis les 5 ans que les smartphones avec écran tactile et navigateurs web modernes sont arrivés, en fait, c'est quelque chose qui est devenu un usage principal, un usage vraiment privilégié. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut sous-estimer, pas quelque chose qu'il faut vraiment mettre de côté, mettre en secondaire. Si demain je devais sortir un service web, je l'imaginerais d'abord pour les utilisateurs mobiles et ensuite pour les autres utilisateurs. Parce que de toute évidence, c'est une tendance qui évolue. Et à l'heure où je vous parle, moi, c'est des stats qui datent de août 2012 et elles ont dû déjà changer en termes de quantité d'utilisation. Mais pourquoi s'intéresser à iOS en particulier? Ici, j'ai des activations d'appareils qui sont compilées depuis l'existence de ces deux plateformes. Alors, je vais m'intéresser beaucoup à iOS et à Android pour un comparatif. Je ne tiens pas vraiment compte des autres plateformes, notamment, je sais qu'il y a pas mal de Windows Phone 8, pas forcément dans la salle, mais chez SOAT. Pour l'instant, de Windows Phone d'une manière générale, c'est quelque chose qui est relativement négligeable en termes de part de marché. Si je m'intéressais aujourd'hui à Windows Phone, c'est vraiment pour une raison particulière, soit parce que je veux cibler tout le monde, soit parce que je veux cibler Windows Phone en particulier. Je vais surtout m'intéresser aux deux gros challengers en termes de part de marché sur le mobile, qui sont iOS et Android. Donc on a ici combiné 880 millions d'appareils qui ont été activés depuis 2007. 880 millions d'appareils, c'est difficile à estimer comme chiffre, mais par exemple, en juin 2012, Microsoft parlait de Windows installé sur 1 milliard de PC. C'est seulement 200 millions de plus. Donc là encore, en termes de quantité d'appareils mobiles, on est sur quelque chose de vraiment conséquent. Et ici, donc, on a des nombres qui indiquent une part de marché qui est plus grande du côté d'Android que du côté d'iOS. C'est vrai que d'une manière générale, la part de marché d'Android a tendance à augmenter de manière plus grande que celle d'iOS, mais pour une raison bien particulière, qui est celle-ci. Ça, c'est une carte qui a été établie par une boîte qui s'appelle OpenSignal. OpenSignal fait une application application Android, qui permet de choisir l'antenne par laquelle on veut accéder à son réseau cellulaire. Et ils ont établi cette carte qui montre un peu tous les appareils Android qui utilisent leur application. On a une quantité phénoménale d'appareils complètement différents, avec des versions d'OS qui sont complètement différentes, des opérateurs différents, des constructeurs différents, et c'est quelque chose qu'ils estiment très bien.
c'est quelque chose qu'ils considèrent comme très positif, et beaucoup considèrent comme très positif. C'est vrai que demain, si j'étais un constructeur de téléphone, je pourrais tout à fait construire mon téléphone et mettre Android dessus, puisque c'est quelque chose qui est ouvert, et auquel que je peux modifier pour correspondre à mes besoins, et que je peux lancer dans la nature. Alors que du côté d'iOS, on a ces appareils-là. Maintenant, on en a un de plus depuis une semaine, qui n'est pas encore sorti, mais qui a été annoncé. J'ai le modèle de l'iPhone, sachant que sur l'iPod Touch, c'est exactement pareil, seulement il n'a pas la fonction téléphonie. Et j'ai le modèle de l'iPad. J'ai des appareils qui ont tous été construits par le même constructeur, et je sais précisément quels appareils peuvent accéder à mon application. En termes de développeurs, c'est deux visions diamétralement opposées. Il y en a une où sur Android, je lance mon application et beaucoup d'appareils très différents vont pouvoir y accéder. Si je développe sur iOS, je sais précisément quels appareils vont y accéder. Alors bien sûr, maintenant, il y a un nouvel iPad qui est plus petit, mais en l'occurrence, il a exactement la même taille d'écran logique que sur un iPad classique. C'est le même, mais légèrement réduit. Il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est les taux d'activation. Les taux d'adoption, pardon. Les taux d'activation, c'était tout à l'heure. En gros, quand une mise à jour du système est disponible, quelle part d'utilisateurs va y avoir accès? Ça, c'est des données qui datent de fin septembre, début octobre, juste après la sortie d'iOS 6. Pour l'utilisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une mise à jour, il la télécharge, il voit des fonctions en plus, etc. Il a peut-être des plans qui ne marchent plus ou ce genre de choses. Mais ça veut aussi dire d'autres choses côté développeur. Côté développeur, quand une mise à jour de l'OS sort, ça veut dire certaines choses côté utilisateur, et c'est certaines choses qu'il ne va pas voir, qui sont des nouvelles API. Des nouveaux outils qui vont permettre de faire des choses peut-être plus facilement, des applications plus facilement, ou de faire des applications plus vite, ou de faire des applications de manière plus stable, ou de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Ça, c'est des choses qui sont rendues disponibles par une mise à jour, du système. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces deux chiffres, en fait, ils ne sont pas tout à fait comparables. Ils sont comparables en termes de nombre d'appareils, puisqu'on a d'un côté 400 millions d'appareils, et de l'autre 480 millions. Donc en termes de nombre d'appareils, c'est à peu près comparable, mais pas en termes de temps, puisque dans le premier cas, on est sur quelque chose qui a fait 30% en 2 jours, alors qu'à côté, Android 4.1, qui est la dernière en date, c'était 2 mois après la sortie de chez Google. Ça peut complètement s'expliquer, ça s'explique par la différence que je vous ai montrée juste avant. C'est que quand Google dit, voilà, c'est la nouvelle mise à jour d'Android, c'est la 4.1, c'est la dernière, c'est la meilleure. Derrière, il faut que tous les constructeurs se décident sur chaque appareil, est-ce qu'on met à jour ou pas. C'est parfois une décision business, c'est parfois une décision technique, parce que les appareils ne peuvent pas tous le supporter. Et ça veut dire que chaque constructeur doit remettre par-dessus, parce que on n'a jamais un Android qui ressemble partout pareil. L'Android de Samsung ne va pas être le même que celui d'HTC, qui ne va pas être le même que celui de Motorola. Donc il faut qu'à chaque fois, ils refassent leur mise à jour par-dessus. Et derrière, bien sûr, les opérateurs ont aussi leur mot à dire. Alors que quand Apple dit, voilà, c'est iOS 6, c'est disponible pour ces appareils-là, il y a des appareils qui sont laissés sur le carreau, bien entendu, parce qu'ils n'ont pas les capacités techniques de supporter le nouvel OS, tout le monde y a accès en même temps. Et le fait est que les utilisateurs se bougent pour télécharger la mise à jour, apparemment. Oui, c'est ce que je disais, ça peut être des raisons business qui décident que eux, leur métier, c'est de vendre des appareils et qu'ils n'ont aucune raison à ce que les utilisateurs, ils n'ont aucune raison de mettre de l'argent dans la caisse pour que les utilisateurs ils continuent d'utiliser leur téléphone pendant 1 an. Tout à fait. Donc pour information, iOS 6 a atteint 17% en une journée. Une journée après la diffusion de la mise à jour. Pour Android 4.0, je ne peux même pas parler de 4.1 parce que 4.0, 17%, ça a pris 10 mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a la majorité des appareils sous Android sont sur 2.3, qui est une version qui date d'il y a 2 ans. Une autre donnée qui est importante aussi pour le mobile, c'est comment les gens s'en servent. Qu'est-ce qu'ils en font? Parce que à l'heure actuelle, si j'achète un téléphone mobile, ce n'est pas forcément pour installer des applications et naviguer sur Internet avec. Donc on remarque effectivement qu'il y a une nette différence, ça c'est des données qui sont assez récentes,
qui ont été diffusés par Akamai, sur la quantité, enfin les ratios de navigateurs qui étaient vus sur mobile, sur Internet. Et on remarque une importance vraiment forte de Safari par rapport au navigateur par défaut d'Android. Et ça peut se comprendre, ça peut aussi s'expliquer très simplement, c'est qu'une personne qui veut un iPhone, la plupart du temps, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle veut un iPhone. Et une personne qui va se retrouver avec qui va choisir un téléphone Android, elle n'aura certainement pas choisi un téléphone Android, mais elle aura choisi le dernier Samsung ou le dernier Motorola ou le dernier HTC. Donc là encore, on a un usage qui est différent. Et moi, en tant que développeur, j'aime savoir que la plateforme que je cible, les utilisateurs, ils sont sensibles justement à qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur appareil. Et un dernier point, c'est celui-ci, qui a été vu comme quelque chose de très négatif quand c'est arrivé. Donc c'est arrivé à l'époque de l'iPhone 3G, un an après l'existence de l'iPhone. C'est la boutique unique sur laquelle Apple se fait 30% de tout ce qui passe, bien sûr, qui a été vu comme quelque chose de très négatif au départ, quelque chose de fermé, etc. Et au final, utilisateurs comme développeurs, pour la plupart, ont vu ça vraiment comme un bénéfice. Pourquoi ? Parce qu'il y a une boutique, effectivement, on n'a pas vraiment de questions à se poser. Sur Android, il arrive qu'il y en ait plusieurs, la boutique du constructeur, la boutique de l'opérateur, la boutique Google Play. Et en plus de ça, quand Apple est arrivé en 2008 avec l'App Store, ils avaient déjà un nombre de comptes utilisateurs avec carte bleue enregistrée qui était déjà très important. Donc il suffisait pour la plupart des utilisateurs de tapoter sur une application, de rentrer un mot de passe et c'était plié. Ça fait rentrer dans les pratiques des utilisateurs quelque chose une consommation du logiciel qui était complètement différente. Alors, mettons que demain je vais sortir mon application, quels moyens j'ai à ma disposition pour faire cette application sur mobile ? Je sais ce que je sais faire, je veux lancer une application sur mobile. La première méthode, c'est la plus simple, et c'est celle dont Steve Jobs parlait juste après la sortie de l'iPhone aux développeurs qui attendaient un SDK au taquet. Il leur a dit, vous allez faire des applications web, ce sera génial. Vous allez faire des sites web qui seront compatibles avec le mobile. L'iPhone était un des premiers téléphones à avoir un navigateur complet qui affiche le web et pas une version dégradée du web qui permet très facilement de cibler un élément, qui lance du JavaScript, qui a ses événements à lui. Vous pouvez très bien, à l'heure actuelle, si vous savez faire du web, vous pouvez très bien faire une application web pour téléphone mobile. Et la plupart des applications qu'il y avait au départ, c'était des applications web. Les premiers clients Twitter, ce n'étaient pas des clients natifs sur iOS, c'était des clients web. Donc c'est une éventualité qui est complètement valide, de faire aujourd'hui une application web pour téléphone, d'autant que les utilisateurs peuvent l'installer sur leur home screen s'ils veulent le faire. Il faut savoir que dans certains usages, les utilisateurs vont même préférer utiliser une application web, enfin un site web, plutôt que d'utiliser une application. Dans l'usage notamment de ce qu'on appelle le m-commerce, qui est l'achat en ligne par mobile, la plupart des utilisateurs n'installent pas d'application. Ils vont faire leur shopping sur des sites web parce que ça leur permet de ne pas avoir constamment l'application sur leur téléphone et de pouvoir comparer facilement entre différents vendeurs. Ce qui est paradoxal avec le fait que je travaille à la Fnac, mais c'est autre chose. L'autre possibilité que vous avez, c'est d'utiliser un framework tiers. C'est d'utiliser des frameworks qui ont été faits pour aider les développeurs qui connaissent quelque chose à lancer une application sur mobile, sans avoir à tout réapprendre. Le premier que vous voyez à gauche s'appelle Cordova, ou PhoneGap, en fonction de quand on en parle. C'est un framework qui permet de prendre une application web en HTML5, donc du HTML, du CSS, du JavaScript. Donc avec Cordova, je vais pouvoir créer une application avec du HTML, du CSS, du JavaScript, faire quelque chose de HTML5, une espèce de ce qu'on appelle du front-end web, et l'intégrer à l'intérieur d'une application native, parce que les applications, sur la plupart des plateformes, ont un contrôle qu'on appelle une WebView. Une WebView, c'est comme un mini navigateur à l'intérieur de l'application. Et en fait, Cordova, c'est très simple, j'ai un dossier www dans lequel j'ai un petit site HTML5 qui fait sa vie. Cordova permet d'accéder à des API comme afficher la caméra, récupérer la géolocalisation et ce genre de choses.
Et je vais me faire ma petite application en HTML5, et je pourrais non seulement la faire pour iOS, mais elle va aussi partir sur Android, elle va aussi partir sur BlackBerry, sur un peu tout. C'est une solution qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle de l'hybride. C'est intéressant si on veut être présent partout, mais pas forcément si on veut quelque chose de réactif, quelque chose qui s'intègre vraiment dans la plateforme. Pour information, l'application Facebook, notamment sur iOS, était d'abord faite, pas forcément avec Cordova, mais en hybride, c'est-à-dire que c'était une application web qui était incrustée dans une application native. Et récemment, cet été, ils sont repassés sur du natif complet sur iOS, parce que c'est plus intéressant. Le second, c'est Titanium. C'est un framework qui est un peu différent. On écrit dedans en JavaScript avec une API qui a été développée pour l'occasion. Et derrière, ça va cracher du code natif pour de l'iOS et de l'Android uniquement, à l'heure actuelle. Mais ça ne veut pas forcément dire que je sais faire du JavaScript pour du web. Ça ne veut pas forcément dire que je saurais faire du JavaScript pour Titanium. C'est un point qui est important, parce qu'en fait, même si c'est un langage qu'on connaît, il y a quand même toute une culture, tout un tas de conventions, tout un tas d'API qu'il faut réapprendre. Et donc en fait, je conçois plutôt mon application en JavaScript, et ensuite, elle est transformée en code natif pour iOS et pour Android. Et ce code natif, je peux avoir la main dessus si je veux, mais c'est quelque chose qui est relativement difficile à maintenir. Et la troisième solution, c'est un peu comme Titanium, c'est ce qui s'appelle RubyMotion, qui est quasiment la même chose, mais en Ruby. Donc c'est pareil, c'est du Ruby, mais avec une API bien précise. Si je veux utiliser des chaînes de caractères, je devrais utiliser celle de l'API et ce genre de choses. Et ça permet uniquement de faire des applications sur iOS, en l'occurrence. Et moi, la méthode qui m'intéresse le mieux, c'est celle-ci, la méthode officielle, on va dire, qui est le trio Xcode, Cocoa, Objective-C. Qu'est-ce que c'est? Xcode, c'est l'IDE, c'est votre Visual Studio, c'est votre Eclipse. Cocoa, c'est le SDK, c'est l'API, c'est votre .NET, c'est votre J2E. Et Objective-C, c'est le langage, c'est votre C#, c'est votre Java. Donc effectivement, il y a énormément de choses à réapprendre, mais c'est certainement la meilleure manière de faire une application qui pourra au mieux suivre les évolutions d'iOS, parce que les utilisateurs le suivent à fond, comme on l'a vu tout à l'heure, et vous, est-ce que vous saurez le suivre? Parce que si vous voulez utiliser des API à mesure qu'elles sortent, vous avez tout intérêt effectivement à suivre la manière officielle. Et c'est aussi la meilleure façon de rentrer dans le rang d'Apple, qui aime bien qu'on utilise ses outils personnels, bien entendu. Donc concrètement, si aujourd'hui je veux faire une application avec Objective-C, Cocoa et Xcode, comment je m'y prends? C'est simple, je commence par trouver un Mac, ou je me fais un Hackintosh éventuellement, mais on peut uniquement développer des applications iOS sur Mac. C'est une condition qui est là parce que le compilateur peut uniquement fonctionner sur Mac. Et même si vous voulez faire du Cordova ou du Titanium, comme on l'a vu tout à l'heure, au bout d'un moment, vous serez obligé de compiler du code natif, donc vous serez obligé d'utiliser un Macintosh. C'est obligatoire. Donc il y a un Mac ici déjà. Bon, ça fait déjà... Vous avez ça de moins à faire éventuellement. Ensuite, la deuxième chose, qui n'est pas des moindres, il faut apprendre Objective-C. Donc Objective-C, ce n'est pas un langage qui est très tendre, ce n'est pas un langage qui est très récent, ça date du début des années 80. C'est un langage qui a été créé autour du C, j'ai souligné C exprès, c'est un langage qui a été créé autour du C pour y intégrer des notions d'objet qui venaient à l'époque du Smalltalk, d'où le object. C'est ce qu'on appelle un superset du C, c'est comme le C++, c'est vraiment construit autour du C, c'est-à-dire qu'on peut faire un programme en C et le compiler avec le compilateur Objective-C, ça fonctionne. On le fait rarement, mais on peut utiliser des fonctions en C à l'ancienne dans une application en iOS. Il y a certaines API d'Apple qui fonctionnent avec des vieilles fonctions en C. Enfin, des vieilles, elles sont récentes, mais des fonctions avec le langage à l'ancienne. C'est du C, donc il faudra manipuler des pointeurs, il faudra certainement faire attention à la mémoire que vous allouez, il faudra certainement, d'une manière générale, il faudra séparer l'implémentation du prototype dans des fichiers séparés. On a fait des fichiers .h et les fichiers .m, header et implémentation, si ça vous rappelle des choses peut-être au niveau de l'école, si vous avez appris du C à l'école. Voilà, c'est un langage qui est néanmoins maintenu par Apple et qui a connu ces 2-3 dernières années des évolutions considérables, notamment l'intégration de ce qu'on appelle les blocs, qui sont comme les expressions lambda en .NET, qui n'existaient pas avant.
Il y a aussi des facilités pour ce qui est de surveiller sa RAM, puisque il faut, comme on manipule des pointeurs vers des ressources, etc., il n'y a pas du tout de garbage collector dans Cocoa. Il faut, du coup, voilà, se remonter les manches et pas s'attendre à un langage très facile à apprendre. La deuxième chose qu'il faut connaître, c'est ça, et ça j'imagine que tout le monde le connaît ici, le modèle MVC. D'accord, bon, alors vous savez que c'est un pattern très employé dans les applications, que ce soit des applications web ou natives, qui permet de séparer avec une couche de contrôle ce que l'utilisateur voit et fait, la vue, et les objets métiers qui sont ensuite enregistrés en base ou qui sont échangés éventuellement avec un web service. Ça, c'est un pattern qui est commun aussi dans Cocoa. Pardon. Ensuite, les étapes sont les mêmes que partout. Je commence par construire mon application. Donc Xcode, c'est un IDE qui a pris un coup de jeune il y a 2 ans, parce qu'il était assez vieillissant. C'est un IDE qui est complètement intégré, tout se passe au même endroit, qui a des choses aussi modernes que de la colorisation syntaxique ou de l'autocomplétion, qui n'a pas toujours été le cas, qui est encore un peu capricieux, mais qui dans l'ensemble fonctionne plutôt bien. Donc j'ai écrit mon code, et je vais également dans Xcode construire mon interface, dessiner mon interface. Parce que on est dans un environnement où on peut tout à fait, toujours avec Xcode, dessiner de manière visuelle son interface avec ses boutons, ses champs texte, etc. C'est pas du tout quelque chose qui est vu comme négatif. Moi je viens du web, et je sais que le designer de Visual Studio pour faire des pages web, non. Non, juste non, merci. En l'occurrence, pour faire des applications iOS, c'est vivement conseillé de passer par le designer. Vous pouvez tout à fait faire ça à l'ancienne, quand j'ai appris Swing à l'époque sur Java, faire tous mes contrôles et 25 lignes par contrôle parce qu'il faut redéfinir la couleur, la taille, la position, le comportement, etc. Mais sinon, tout peut être fait directement dans ce qui s'appelait avant Interface Builder. Et derrière, je vais faire des parallèles entre mon interface, les éléments de mon interface, visuellement, un bouton que je vais relier à un bout de code dans ma classe, pour dire, voilà, ce bouton, il va exécuter tel bout de code. Ce label, je l'appelle par telle propriété, ce genre de choses. C'est quelque chose qui est un peu déroutant au départ, c'est ce qu'on appelle les outlets et les actions. C'est un peu déroutant au départ, mais avec un peu de pratique, on s'y fait. Ce qu'il faut savoir aussi sur le dessin des interfaces, si vous avez éventuellement essayé de faire un peu de l'Android, c'est très différent. Android a tendance à avoir, alors ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, je vais peut-être dire quelque chose de travers, mais sinon si vous faites du web, on est habitué à avoir un flux de documents. C'est-à-dire on a des éléments qui suivent, qui sont positionnés les uns par rapport aux autres. Un élément est positionné la plupart du temps, sauf si on décide autrement, par rapport à celui qu'il y avait juste avant. Ici, on est dans l'équivalent de l'absolu partout. C'est-à-dire que chaque élément est positionné par rapport à l'élément qu'il contient. Et on a de la même façon une arborescence de vues qui se contiennent les unes les autres. Donc on est sur du positionnement précis, bien que ça change légèrement depuis l'existence de l'iPhone 5, qui prend exactement la même largeur, mais qui étire en hauteur les éléments. Ensuite, je vais tester mon code. Je vais pouvoir le tester sur un simulateur. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais Xcode est complètement gratuit. C'est un framework c'est un outil qui se télécharge depuis l'App Store et il s'installe dans un coin, il a ses outils à lui, il a sa petite sauce, et il intègre un simulateur. Le simulateur permet d'exécuter une appli soit iPhone, soit iPad sur l'ordinateur, dans ce qui s'appelle un simulateur. Attention, je n'ai pas utilisé le mot émulateur pour une raison simple, c'est que le simulateur, il fait que exécuter une version du SDK qui est compilée pour les processeurs des Mac. Ce que ça veut dire que le simulateur, il utilise toutes les performances, toutes les ressources qu'il a sur le Mac. C'est-à-dire que si vous avez un Mac avec un CPU qui déboîte avec 16 Go de RAM, c'est certainement pas ce qu'il y aura sur un appareil au final. Ce sera certainement beaucoup plus petit. Donc, quand vous lancez avec le gros bouton Play qui est dans Xcode votre application dans le simulateur, faites attention, c'est pas parce qu'elle tourne très très bien sur le simulateur qu'elle tournera très bien sur les appareils. C'est pour ça qu'il faut aussi, quand on est un peu sérieux, tester l'application sur des appareils. Ça, c'est une autre pratique, c'est-à-dire que là, on rentre dans le côté payant du développement iOS. Si un jour vous voulez installer un bout de code sur un device physique, vous allez avoir besoin d'un certificat qui vous est délivré si vous avez un compte payant pour iOS qui coûte
$100 de l'année. Et c'est exactement le même compte qui vous permettra également de lancer des applications sur l'App Store. Donc vous pouvez tout à fait jouer avec Xcode, jouer avec Objective-C, découvrir un peu, lancer sur le simulateur complètement gratuitement. Par contre, il y a effectivement un barrage payant si vous voulez un jour lancer des applications sur des appareils, que ce soit au sein de votre entourage ou sur l'App Store, c'est exactement le même barrage. Une fois que j'ai testé mon application, je n'oublie pas de la profiler. Ouais, je ne suis pas obligé de le faire, mais c'est préférable. Il y a un jeu d'outils dans Xcode qui permettent de mettre des indicateurs sur une application. Je la fais tourner, je l'utilise, soit sur le simulateur, soit sur un appareil. Et j'ai, par exemple, un graphe des allocations mémoire qui augmente, qui rebaisse, qui augmente. Ça me permet de voir si je suis un bon citoyen en matière d'utilisation du CPU, d'utilisation de la mémoire, qui sont des choses très importantes. Sur iOS, on y reviendra. Et une fois que j'ai profilé mon application, qu'elle a l'air plutôt pas mal, je la déploie. Et déployer sur l'App Store, c'est aussi toute une aventure. Ça n'a pas été vu de manière négative au départ pour une mauvaise raison. C'est vraiment pas évident. C'est un processus que peut-être je verrai plus en détail dans la présentation plus technique de la fin novembre. Mais je déploie sur l'App Store, ça veut dire que, en gros, je dois packager mon application, je dois la signer, parce que l'iPhone ne lance pas de code non signé, je dois la signer avec le certificat qui m'a été délivré lorsque j'ai pris mon compte payant. Et une fois qu'elle est signée, une fois que je suis sûr que tout est blindé, je l'envoie à Apple, et elle est dans une file d'attente pendant, en ce moment, c'est environ une semaine. Et pendant une semaine, je n'ai aucune nouvelle. Et au bout d'une semaine, j'aurai soit oui, soit non. Et si j'ai non, j'ai une raison qui est associée. J'y reviendrai un peu, ça va avec les choses un peu auxquelles il faut faire attention quand on développe sur iOS. Je peux également m'affranchir complètement de l'App Store. Mettons qu'aujourd'hui, je suis une grande entreprise, j'ai par exemple des commerciaux qui vont en clientèle, et je veux qu'ils se promènent avec un iPad sur lequel il y a une application que j'aurais conçue, qui sera présentée au client. Mais je ne veux pas qu'elle soit sur l'App Store. Je ne veux pas que n'importe qui puisse la télécharger et jouer avec. C'est évident. Dans ce cas-là, on va passer par ce qui s'appelle le MDM, le Mobile Device Management. Et ce qui est globalement assez inconnu, c'est qu'un iPhone peut complètement être utilisé, un iPhone ou un iPad peut complètement être utilisé dans un domaine très contrôlé, sur lequel on sait où sont les appareils, on sait quels sont leurs identifiants, quels sont leurs utilisateurs, on peut décider quelles applications s'exécutent ou ne s'exécutent pas dessus, on peut pousser des mises à jour d'applications dessus. Ça, c'est tout un système qui n'est pas donné clé en main par Apple. Même si je suis une grande entreprise, Apple ne va pas me dire vous faites comme ça. La plupart du temps, en fait, Apple met un barrage de sociétés de services qui se spécialisent dans la matière entre eux et les entreprises clientes de ces sociétés de services. C'est ce qui s'est passé notamment à la FNAC pour l'anecdote. À la FNAC, on a à Bercy, il y a un nouveau magasin qui est là depuis quelques mois. Et les vendeurs ont des iPod Touch avec une application qui a été faite exprès, qui permet d'accéder à des fiches clients, à des fiches articles. Et enfin, la dernière chose qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'on apprend quelque chose de nouveau. On apprend un nouveau langage, un nouveau SDK. On est dans un environnement qui n'est pas forcément très tendre au départ. Il y a quand même une communauté qui est assez importante. Pas forcément en France, quoiqu'il y a quelques ressources en France. On est sur une communauté qui est assez importante et pas un peu. Il y a des gens qui vont être très amicaux. Il y a pas mal d'opportunistes qui débarquent et qui demandent tout de suite des solutions clés en main. Mais dans l'ensemble, c'est relativement facile de trouver des ressources sur Internet. Si vous avez un problème, il y a 99% de chances que quelqu'un d'autre l'ait eu avant vous. Donc concrètement, on parle d'application depuis le début, mais qu'est-ce que c'est qu'une app? Parce que on n'a pas forcément toujours l'idée précise de ce que c'est. Une app, concrètement, c'est un bout de code natif qui est exécuté sur l'appareil de l'utilisateur. C'est du code natif qu'il a téléchargé à un moment donné et qui reste dans cet état jusqu'à ce qu'il le mette à jour. Quand on vient du web, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait facile à appréhender. Ça veut dire que un utilisateur peut avoir une version qui n'est pas à jour depuis 3 mois. C'est complètement possible. Quand je pousse une mise à jour sur Apple, déjà il faut la semaine qu'elle soit révisée, peut-être 1 ou 2 allers-retours histoire qu'elle soit acceptée. Et après, l'utilisateur il la met à jour quand il veut. Déjà il ne verra pas tout de suite, la petite pastille à côté de l'App Store, il la met à jour quand il veut. C'est une application native qui s'exécute sur le device de l'utilisateur. Ça veut dire qu'elle a accès à ces éléments-là. Ça veut dire qu'elle a accès à l'écran, ça veut dire qu'elle a accès à la caméra, au stockage local, elle a accès aux accéléromètres, la géolocalisation, tout ce genre de choses. C'est des briques, bien sûr, sur lesquelles elle peut s'appuyer pour afficher des choses, prendre des entrées de l'utilisateur. Elle a un tas d'indicateurs pour savoir où il se trouve
et ce genre de choses. Mais elle a aussi accès à quelque chose qui est beaucoup plus important pour la plupart des applications, c'est Internet quasi constant. Parce que je suis sur, la plupart du temps, la plupart des utilisateurs utilisent quand même un iPhone, ou éventuellement un iPad qui est souvent en situation de connexion. Et si vous regardez éventuellement que vous ayez un iPhone ou un Android ou quelque chose d'autre, regardez votre appareil, vous regardez le nombre d'applications qui n'utilisent pas Internet, il n'y en a pas tant que ça. Une application qui utilise Internet, ça veut dire quoi? Tout ce qui, bien sûr, est sur Internet doit être pris en compte différemment. Alors j'ai des services qui sont disponibles et qui me permettent de ne pas avoir à réinventer la roue pour certaines choses. J'ai notamment iCloud qui me permet de partager des documents, on parle bien de documents, sur différents appareils d'un même utilisateur. Mais je peux aussi partager des données, des préférences ou ce genre de choses. J'ai Game Center qui me permet, si je fais un jeu, de gérer tout ce qui est tour par tour, de gérer des scores et ce genre de choses. J'ai les plans, qui même si sur iOS 6 ils sont un peu inférieurs à ce qui était avant, me permettent très facilement sur mon application d'indiquer un point et l'utilisateur peut très facilement voir ce qu'il y a autour et ce genre de choses. Et je peux effectivement, depuis iOS, permettre le partage sur Facebook et Twitter sans avoir à réinventer la roue. Mais pour tout le reste, je dois recommencer. Je dois faire moi-même mon propre service qui sera sur Internet et qui va être interrogé par l'application. C'est quelque chose qui n'est pas toujours pris en compte. Parfois, quand on fait une application iOS, on s'imagine que c'est très facile. Typiquement, je suis la Fnac, j'ai déjà un site web, je veux faire une application qui récupère les mêmes informations que le site web. Mais je n'ai pas forcément un web service qui délivre des informations de manière sécurisée, de manière légère et de manière optimale pour une application mobile. Dans ce cas, il va y avoir un temps colossal de développement qui va être dédié entièrement à la réalisation des web services. En tant que client, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai en tête. Quand je dis je veux mon application, je cherche un développeur iOS, le développeur iOS, il pourra faire l'application, il ne pourra pas faire tout le côté, toute la machinerie web qui va avec. J'ai mis en premier les API REST. Je ne sais pas si le terme est commun et bien compris par tout le monde. REST, c'est un protocole une espèce de philosophie de web service. Je vous invite à vous documenter dessus si vous y intéressez. Ceux qui viennent du monde Microsoft sont peut-être plus familiarisés avec les web services SOAP, qui sont à proscrire, en l'occurrence, pour les applications iPhone, parce qu'ils sont très verbeux, ils parlent énormément, ils enveloppent énormément la donnée essentielle dans beaucoup de XML. Ce qui est plutôt utilisé en l'occurrence pour du web service, pour des applications mobiles, c'est du JSON, qui est beaucoup plus léger, qui peut être parsé très facilement dans l'application. C'est quelque chose qui a beaucoup plus l'habitude de fonctionner dans ce genre de cas. Mais quand je développe une application, j'ai certaines choses auxquelles il faut que je fasse attention. On est sur un appareil qui tient dans la poche, ou qui tient dans la main en l'occurrence pour les tablettes. On est sur un appareil qui est limité. Je parlais tout à l'heure d'avoir Internet partout, j'ai Internet partout, mais quand je suis dans le métro, j'ai peut-être une ou deux barres de Edge dans le meilleur des cas. Ça veut dire que mon application, il va falloir qu'elle sache se comporter quand elle n'est pas en connexion. J'ai une autonomie qui est limitée. Je ne veux pas que l'utilisateur il lance mon application et que 3 secondes après, il n'a plus que la moitié de sa batterie. J'ai une puissance CPU qui est limitée. Il ne faut pas que je fasse des calculs de malade. Si j'ai des calculs de malade à faire, j'ai peut-être un serveur à mettre derrière, justement, qui lui, à travers une API, va permettre de faire ces calculs-là. Et j'ai aussi, en bas, c'est pas forcément très lisible, j'ai une RAM qui est limitée aussi. J'ai une mémoire vive qui est limitée parce que ça consomme la mémoire vive. On peut mettre 3 Go de RAM sur un smartphone si on veut, mais ça consommera constamment beaucoup trop. Ça veut dire qu'il faut que je fasse attention aux ressources que j'alloue et que j'utilise en live dans mon application. Il ne faut pas que je mette en cache en RAM 20 milliards de données. Donc je dois essayer, c'est pour ça que je parlais de profiler l'application tout à l'heure, je dois essayer d'être un bon citoyen, je dois essayer de faire attention à ce que j'utilise comme ressource, parce que je suis en l'occurrence pas tout seul à être sur l'appareil. Je ne suis pas tout seul, mais je suis un peu dans mon coin. Les applications, elles sont ce qu'on appelle, elles sont dans un bac à sable, une sandbox. Et une application, en fait, quand elle est lancée,
Elle est toute seule. Il y a des choses qui se tournent derrière, mais qui sont gérées par le système. Et elle a la mémoire dont elle a besoin. Enfin, on lui attribue une certaine taille de mémoire, et si elle dépasse un peu, on lui dit attention, tu es en train de dépasser. Si elle continue de dépasser, elle plante. Souvent, quand on voit une application, qu'on l'utilise, etc., et qu'elle se met, on l'utilise, tout se passe bien, et puis on l'utilise de plus en plus, et au bout d'un moment, on revient tout de suite à l'écran des icônes. Ça, c'est souvent parce qu'elle a utilisé trop de mémoire et elle s'est faite allumer. Mon application est dans un bac à sable, ce qui veut dire qu'elle ne sait pas, elle n'a pas connaissance des autres applications. Elle ne peut pas échanger d'informations avec les autres applications, à part éventuellement avec des services web. Elle a connaissance par des API, elle a connaissance des images qui ont été prises par l'utilisateur, elle a connaissance de ses contacts, elle a connaissance de son calendrier, si l'utilisateur l'autorise. Mais elle n'a pas connaissance, elle ne peut pas échanger vraiment comme sur Android éventuellement avec d'autres applications. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte quand on fait une application. Elle est la seule affichée à l'écran à la fois, contrairement à du desktop où on peut avoir plein d'applications qui se promènent dans tous les sens. Mais elle est complètement ignorante de ce qui se passe autour d'elle. Et quand elle est fermée, la plupart du temps, c'est vrai dans 95% des cas, quand elle est fermée, elle est complètement dormante, elle est dans un coin de la RAM et elle ne fait plus rien. Il y a seulement certains cas qui s'en échappent. Il y a le cas de la lecture multimédia, si j'ai une application qui lit de la musique, Spotify, Pandora, ce genre de choses. Elle continue d'exécuter juste ce petit bout de service qui lit de la musique. Si j'ai quelque chose qui me surveille, qui me géolocalise constamment, si j'ai quelque chose qui permet de recevoir des appels en VoIP, ça c'est des cas précis où c'est du vrai multitâche. Mais dans le reste des cas, l'application, une fois que j'appuie sur le bouton Home, elle est mise dans un coin de la RAM et elle dort. Et au moment où une autre application aura besoin de ce bout de RAM, elle sera killée dans son coin. Enfin, il y a quelque chose qui est important à garder en tête, c'est que vous êtes dans la cour d'Apple, littéralement. Vous êtes sur sa plateforme, vous êtes, je n'irai pas jusqu'à dire à sa merci, mais presque. Sauf si vous êtes dans le monde de ce qu'on appelle le MDM, ce dont je parlais tout à l'heure, où vous pouvez faire quasiment ce que vous voulez. Dès lors que vous voulez envoyer une application sur l'App Store, déjà c'est un processus qui est relativement long, qui est payant comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sera payant à chaque fois qu'une personne achètera une de vos applications, puisque vous n'aurez que 70% des revenus, que ce soit dès que vous passez par le paiement Apple, sachant que si vous voulez faire payer des choses à l'utilisateur à l'intérieur de l'application, il y a une chance sur deux pour qu'Apple vous force à utiliser son système de paiement, si c'est pour acheter du contenu qui est utilisé par l'application, ou si c'est pour acheter des fonctionnalités ou ce genre de choses. Et bien sûr, il y a le processus de validation. Votre application, vous pouvez passer 3 ans à la faire, et si Apple dit que ça ne sort pas, ça ne sort pas. Ça peut ne pas sortir pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez interdiction formelle d'utiliser des API privées. Apple travaille sur iOS, Apple ne documente pas toutes les API, ils en utilisent eux-mêmes que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Ils ne respectent pas les règles du jeu, il faut le savoir. Et si vous êtes pris à utiliser une de ces API, c'est terminé. Votre application doit faire ce qu'elle dit qu'elle fait. Si je fais une application qui dit que c'est une lampe de poche et qu'en fait c'est une to-do list, ça ne va pas passer. Vous avez un minimum raisonnable d'interface utilisateur à respecter. Utilisation si vous utilisez le natif, en principe, ça devrait rouler. Il y a une légère censure sur le contenu en ce qui concerne la pornographie. Enfin, légère, totale. Sur ce sujet en particulier. A priori, si vous respectez ces règles-là, de toute façon, les règles, elles sont données par Apple et elles sont relativement claires. Si vous respectez ces règles-là et que vous ne tombez pas dans un des cas où Apple, au dernier moment, dit non, en fait, non. En fait, on n'autorise pas de paiement autre que par notre API. Ce qui nous est arrivé en l'occurrence à la Fnac, quand on a voulu vendre du livre numérique sur l'App Store. On avait une application, Kindle l'a fait aussi. La première application Kindle, on pouvait lire les livres et les acheter. Et au bout d'un moment, Apple a fait non, mais si vous faites du contenu qui est utilisé par l'application, vous ne pouvez pas l'acheter avec votre propre système de paiement, vous passez par le nôtre. C'est-à-dire que la Fnac, typiquement avec Fnac Book, qui ne se faisait pas une marge énorme sur les livres numériques, devait filer 30% de tout ce qui était acheté par l'utilisateur à Apple, sachant qu'on n'avait pas le droit de faire un prix plus élevé. Enfin, c'est le genre de règles qui peuvent sortir de nulle part, auxquelles il faut s'attendre. Voilà, vous êtes dans la cour d'Apple. Essayez de vous tenir au courant de ce qui se passe, essayez de vous tenir au courant de ce qui passe et de ce qui ne passe pas. Et il est assez rare que des applications soient supprimées du store, mais il est tout à fait possible qu'un jour, votre application, vous essayez de faire une mise à jour et en fait ça ne passe pas parce que vous n'êtes plus dans la règle.
Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce que c'est qu'une application en termes d'utilisation, en termes de rapport avec l'utilisateur? Là, je vais m'écarter un peu du sujet technique et je vais m'intéresser à quelque chose qui peut s'appliquer sur tous les OS, en fait, sur tous les systèmes. Une application, en premier lieu, c'est une icône. Ça, c'est la première chose que l'utilisateur verra de votre application. Il la verra, sauf si on lui conseille ou ce genre de choses, mais sur le store, c'est la première chose que l'utilisateur verra de votre application. C'est non seulement ce qu'il verra en premier, mais c'est aussi la seule représentation de votre application quand elle n'est pas lancée. Votre présence sur l'écran de lancement de l'utilisateur, c'est juste votre icône et votre nom. C'est pour ça qu'il faut essayer de se... Si vous regardez les applications qui sont les plus vendues, souvent elles ont une icône qui est très, très colorée avec une figure assez remarquable. Ou un nom ou une lettre ou ce genre de choses. On voit l'appli Facebook par exemple, c'est pas un bout de la page Facebook, non, c'est une grosse icône bleu vif avec un F blanc dessus. Il faut essayer de réfléchir à quelque chose de reconnaissable qui peut vous identifier, une image, une silhouette, quelque chose qui peut vous identifier quoi qu'il arrive. Et le nom, effectivement, ça c'est vrai pour tous les services qu'on lance, doit être assez court, c'est bête, mais pour apparaître en entier sur l'écran de l'utilisateur, il faut qu'il soit relativement court. Je n'ai pas le nombre de caractères exact puisque ça dépend des caractères que vous utilisez. Et il faut bien sûr qu'il soit unique et qu'il représente suffisamment votre application de la même façon pour qu'il vous trouve sur le store. Il faut que vous... En l'occurrence, sur le store, vous pouvez trouver soit par votre nom, soit par des mots-clés que vous définissez. Vous en avez un nombre limité. La deuxième chose, c'est une constante attention aux détails. L'utilisateur d'un iPhone, en l'occurrence, il est habitué aux applications qui sont mises dessus par Apple au départ. Et ces applications, mine de rien, elles ont un minimum de qualité qui est assez élevé, et c'est cette barre que vous devrez atteindre ou dépasser. En l'occurrence, si vous avez une application et que vous vous rendez compte qu'elle n'est pas super sympa à utiliser, c'est pas vraiment la peine d'essayer de la diffuser. Mieux vaut essayer de trouver un designer ou essayer de travailler davantage pour améliorer l'expérience utilisateur. Les utilisateurs s'attendent à quelque chose qui soit évident, quelque chose où il n'y ait pas 20 000 réglages à faire avant de commencer à utiliser l'application. Et quand je parle d'attention du détail, ça veut aussi dire d'utiliser les animations d'une manière claire. Typiquement, quand j'appuie sur un élément dans une liste, l'écran se déplace vers le côté, ça veut dire que je rentre dans une hiérarchie. Il y a des animations qui ont un sens pour l'utilisateur parce qu'il est habitué à les voir. Si, par exemple, je décidais de faire une application avec une liste, je ferais une liste, certainement une liste verticale, comme il y a dans 80% des applications. Je ne vais pas m'amuser forcément tout de suite à faire une liste bizarre, en rond ou ce genre de choses. Je pense que d'une manière générale, quand on débute, il est bien de commencer à marcher, à ramper puis marcher, à ramper, à apprendre à coder, marcher, en utilisant les briques de base qui sont fournies par Apple, pour faire une application, pas forcément à chercher à réinventer la roue tout de suite. Typiquement, une des applications qui a été très populaire à une époque sur iPhone, c'était Tweety, qui était un client Twitter, qui maintenant est devenu le client officiel Twitter, donc on ne peut plus l'avoir dans sa version originale. Il utilisait une bête barre de navigation bleu turquoise comme toutes les autres applications. Il n'avait rien de vraiment extraordinaire. Il avait juste une idée géniale, qui était, j'ai une liste de tweets sous les yeux, donc une liste chronologique inversée. Si je tire vers le haut, j'ai une flèche qui apparaît, elle se tourne, et si je relâche, ça recharge les tweets. Je vois les suivants. C'est une idée qui paraît évidente maintenant. Et c'est ce mec-là, c'est Loren Brichter, qui a travaillé chez Apple en l'occurrence avant, qui l'a inventé, et derrière ça a été réutilisé par tout le monde. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut l'utiliser dans tous les cas. Ça s'utilise particulièrement dans le cas de la liste chronologique qui est inversement chronologique. C'est-à-dire que si je veux voir les choses qui sont les plus récentes, ma logique, ça va être quoi? Ça va être de tirer vers le haut pour voir ce qu'il y a au-dessus. Et s'il n'y a rien, j'ai cette flèche qui apparaît et on me propose du coup de charger ce qu'il y a au-dessus. C'est pour ça que c'est évident. Et c'est ce genre de détail, je ne vous dis pas qu'il faut tout réinventer, je ne vous dis pas qu'il faut forcément avoir l'idée de génie dans votre application, mais utiliser l'animation à des fins correctes
avoir ce genre d'idée peut complètement servir. Et aussi accompagner l'utilisateur. Si jamais il n'a pas de connexion Internet, je ne vais pas lui mettre un gros message, tu n'as pas de connexion Internet, des gros messages d'erreur qui lui font croire qu'il a fait quelque chose de travers. S'il n'a pas de connexion Internet, mon application doit savoir qu'il n'a pas de connexion Internet et doit se comporter d'une manière différente. Elle doit juste lui dire attention, tu n'as pas de connexion Internet. Si jamais par exemple je prends un iPhone qui sort de nulle part et j'essaie de lancer, je lance l'application musique, j'ai pas un gros truc d'alerte qui me dit t'as pas de musique. Non, j'ai quelque chose qui m'invite à aller, en l'occurrence Apple fait sa propre pub, aller acheter de la musique sur iTunes. Il faut essayer d'accompagner l'utilisateur parce qu'il s'attend à être accompagné. Il y a une fausse idée quand on aborde le sujet mobile, c'est que il faut forcément faire quelque chose de beaucoup plus simple que ce qui existe déjà. Typiquement, quand on prend un site existant et qu'on veut le mettre sur le mobile, il faut faire quelque chose de beaucoup plus simple, il faut réduire à l'essentiel. Ce n'est pas toujours vrai. Ce monsieur, Josh Clark, c'est encore un évangéliste de tout ce qui est interface utilisateur, tout particulièrement sur le touch, et il dit que la complexité n'est pas la même chose que la complication. Je peux faire quelque chose qui est complexe en termes de mécanique, en termes de fonctionnement, mais qui n'est pas compliqué à utiliser, qui ne nécessite pas un écran géant avec 20 000 contrôles dans tous les sens. Je peux réduire le besoin à sa plus simple expression. Typiquement, prenez une application qui a beaucoup marché, sans site web, qui s'est développée essentiellement sur le mobile, qui s'appelle Instagram. Quelqu'un utilise Instagram ici? Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un service d'échange de photos, c'est un peu comme un Twitter pour de la photo. Je prends une photo, j'applique un filtre et je la publie à mes followers, exactement comme sur Twitter. Ils ont démarré avec une application mobile, ils n'avaient même pas de site web. Enfin, en fait, ils ont un site web, mais qui ne me permet pas de publier des photos, il permet juste d'en consulter une. Parce que quand je fais une photo, je peux la partager sur Twitter et les gens peuvent voir cette photo sur ce site. Et quand je parle de complexité, complication, quand je parle d'attention aux détails, c'est quelque chose de tout bête. Donc, je rappelle, je prends une photo, j'applique un filtre dessus, et une fois que j'ai fait ça, je peux lui donner un nom, je peux la mettre sur une carte, je peux décider de la partager sur Twitter, sur Facebook, et pendant que je fais ça, la photo est déjà en train d'être uploadée sur les serveurs. L'utilisateur ne voit rien du tout. Et au moment où l'utilisateur a mis le nom, etc., la photo est déjà quasiment finie d'être mise, puisqu'il ne reste plus qu'à mettre les données que j'ai rajoutées au dernier moment. C'est ce que j'appelle le côté organique des applications. Quand on vient du web, ce n'est pas forcément évident. Quand on vient du web, on a tendance à penser par page, à penser une page égale des actions, etc. On est sur une application qui peut montrer quelque chose, mais qui peut faire des choses beaucoup plus complexes en arrière-plan. C'est quelque chose qui, à mon sens, il faut garder à l'esprit quand on fait des applications mobiles. Une autre idée reçue quand on arrive sur le mobile, c'est qu'on est sur du mobile, on est sur des gens qui sont pressés, qui veulent faire un truc très facilement, on va leur proposer une seule action et seulement celle-là, et ce sera parfait. Non, on a plusieurs contextes qui sont rattachés au mobile. On a effectivement le contexte de ce qu'on appelle la micro-tâche. La micro-tâche, c'est typiquement, je vois quelque chose, je vois un chien en train de courir après un chat, ou mon chat est en train de faire un truc mignon, je veux tout de suite prendre une photo et la partager. C'est pour ça que typiquement, je parlais tout à l'heure d'Instagram, le bouton pour prendre une photo sur Instagram, il est en gros, il est bien proéminent, on le voit bien. Je lance Instagram, où que je sois dans l'application, j'ai toujours ce gros bouton pour prendre une photo. C'est ce qu'on appelle la micro-tâche. C'est répondre de manière très simple, de manière très évidente, à l'action rapide. Typiquement, j'ai une to-do list, une application de to-do list. Ce que va faire l'utilisateur 90% du temps dans cette to-do list, c'est rajouter une tâche. Donc je fais ma to-do list, je vais mettre un gros bouton pour rajouter une tâche où qu'il soit. Il lance l'application, il rajoute sa tâche, terminé. Mais il y a aussi d'autres contextes. Il y a le contexte qu'on appelle le contexte local. C'est l'utilisateur, il est à un endroit en particulier, ou il est à un temps en particulier. On veut pouvoir lui présenter des choses. Typiquement, ça va être le check-in dans Foursquare ou ce genre de choses, ou présenter les magasins qui sont les plus proches de lui. C'est le contexte qui vise à explorer l'environnement qui est autour de lui physiquement ou chronologiquement. Et il y a un troisième contexte qui est très important, qui est le contexte de l'ennui. Typiquement, j'attends mon bus, je suis dans le métro, je suis aux toilettes, je veux juste m'occuper. Je veux lancer une application et là, ce que je vais chercher à faire, c'est explorer le contenu.
Typiquement, pour en revenir à mon exemple d'Instagram, c'est là qu'il y a les trucs les plus populaires ou que je peux rechercher sur des hashtags ou ce genre de choses. Et c'est 3 contextes qui sont assez importants et qu'il faut, de manière équivalente, essayer de contenter. Parce que votre application, au final, c'est quelque chose que vos utilisateurs vont avoir dans la main. On n'envisage pas tout de suite, on le découvre quand on lance une application sur le simulateur pour essayer, et qu'ensuite on la met sur un appareil. La première fois qu'on fait une application, qu'on la compile, qu'on la met sur un appareil et qu'on l'utilise, une application avec un bête bouton qui fait rien du tout, l'utiliser au doigt, juste, ça change complètement le rapport qu'on va avoir avec. Ça va créer un rapport qui est beaucoup plus intime. De fait, c'est des appareils qui sont personnels, ce n'est pas des appareils qui sont faits pour être partagés et échangés. C'est des appareils qu'on va garder pour soi, dans lesquels on va mettre toute sa vie, on va mettre tous ses contacts, on va mettre tout son... C'est même un peu effrayant d'un côté. On va mettre tout son calendrier. Donc on a un rapport qui est très personnel. Je ne connais pas une personne qui n'est pas complètement barjot quand elle perd son iPhone. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et qui est très valorisant, je trouve, quand on veut lancer son application sur l'App Store, c'est que les utilisateurs ils vont la prendre et ils vont se l'approprier. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et des fois, ça fait mal, parce que quand ils se l'approprient et qu'ils vous mettent une étoile derrière sur l'App Store, c'est toujours un peu douloureux. Mais il faut qu'ils en parlent autour d'eux. Il faut qu'ils l'utilisent, qu'ils continuent de l'utiliser, que vous rajoutiez des fonctions, que vous créiez un lien entre vous et vos utilisateurs à travers votre application. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce soir. Oui, parce que donc il y aura, je n'ai pas forcément été très clair là-dessus, il y aura une autre présentation plus technique où je parlerai davantage du code, davantage de comment ça se passe, il y aura peut-être du live coding sur Xcode, pour présenter un peu comment ça marche, les gros trucs en orange tout à l'heure, comment ça fonctionne pour faire une application entre je n'ai rien du tout et j'ai quelque chose qui a quelques fonctions qui est installé sur au moins le simulateur. Est-ce que vous avez des questions ? Effectivement. Alors moi, ce n'est pas un sujet que j'ai abordé, parce que tout bêtement, je n'en suis pas utilisateur. Effectivement, il y a ce qu'on appelle le jailbreak. Pardon ? Effectivement, c'est un sujet qui est intéressant, mais d'après moi, c'est surtout des utilisateurs avertis. Et moi, je sais que personnellement, si je devais aujourd'hui vendre une application, Cydia ne serait pas un sujet auquel j'ai trop envie de m'attacher. Bien qu'on puisse vendre des applications sur Cydia également. Pour y revenir, il y a ce qu'on appelle le jailbreak, dont vous avez certainement entendu parler, qui permet, de manière plus ou moins légale, d'installer une application qui s'appelle Cydia, ou Installous, ou des trucs comme ça, sur son appareil pour récupérer, enfin pour casser, d'où le terme jailbreak, pour casser toute la sécurité, enfin pas la sécurité, pas mettre en danger l'appareil, mais casser, je parlais tout à l'heure de code signé forcément, qui passait par le créneau d'Apple, etc. Ouais. Pour désimloquer éventuellement l'appareil soi-même et ce genre de choses. Moi, c'est pas un sujet auquel je me suis particulièrement intéressé parce que moi, je le connais pas. Je connais ce qu'on en dit. J'ai eu des contacts qui ont effectivement jailbreaké leur appareil. Mais moi, effectivement, qui suis plus dans un rapport, c'est pas un sujet que j'ai beaucoup dit, mais un rapport de consommation d'une application payante ou d'une application gratuite avec éventuellement des fonctions payantes à l'intérieur. Moi, c'est un modèle que je suis content de voir revenir dans le logiciel. À l'heure du tout gratuit avec Twitter, Facebook, qui sont en train de prendre une ampleur qui fait un peu peur. Sur Facebook, moi personnellement, je suis utilisateur assez lointain de Facebook et je commence à voir la face cachée du côté gratuit. Sur Twitter, on commence à la voir aussi. Tous les gens qui faisaient des clients Twitter, ils commencent à s'en mordre les doigts. Je suis assez content de revoir justement un modèle d'application payante. Ça, j'ai pas réussi. En fait, il y a une donnée que j'aurais bien voulu sortir qui était les revenus diffusés aux développeurs, par Store, sur l'App Store et sur Google Play. Google communique très très peu dessus, malheureusement. J'aurais bien aimé pouvoir comparer. J'ai trouvé des données qui étaient d'un côté et puis de l'autre, mais qui n'étaient pas vraiment comparables sur des mêmes échelles de temps. C'est pour ça que j'ai pris comme donnée l'utilisation d'Internet. Mais non, c'est pas un sujet, effectivement. C'est un sujet qui est important,
dans l'utilisation d'iOS. Également, j'imagine, dans la diffusion des applications, parce que du coup, on n'est plus dans les canaux d'Apple, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est une part non négligeable, mais qui, somme toute, est relativement minoritaire. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Ouais. Ah oui, MDM, ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque part quelque chose qui recense ces SS2I qui proposent des services de manière à ce que les entreprises puissent accéder assez facilement finalement à ce genre de service? Ou est-ce qu'il faut un peu faire de l'archéologie sur les pages jaunes, trouver par bouche à oreille À ma connaissance, il n'existe pas effectivement de pages qui les référencent toutes. C'est plutôt elles-mêmes qui vont aller voir les clients, qui vont les démarcher ou qui vont répondre à des appels d'offres éventuellement. Non, pas vraiment, parce que en plus, moi, la plupart des boîtes qui font du MDM que j'ai vues, elles en font pas seulement sur iOS, elles proposent aussi des services sur Android et sur BlackBerry. En fait, ce qui se passe, c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent, donc on commence à parler en sécurité informatique et ce genre de choses, qui est le Bring Your Own Device. C'est aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, je vais travailler pour une société, je veux pouvoir utiliser mon appareil à moi, que ce soit un BlackBerry, un Android, un Windows Phone, n'importe quoi. Je veux l'utiliser dans un contexte professionnel. Et je veux pouvoir accéder à ma messagerie professionnelle, je veux pouvoir éventuellement avoir les applications spécifiques à ma boîte, etc. Et donc la plupart des boîtes qui font du MDM, elles le font sur tous les appareils. Et elles proposent d'avoir des solutions intégrées avec ce qu'on appelle des App Store d'entreprise. C'est un site sur lequel on peut vraiment, depuis son iPhone typiquement, faire installer et il y a une application qui s'installe. On n'est pas passé par l'App Store. Des fois, c'est à travers un mail. On envoie un mail à une application, il appuie sur un lien, il y a une application qui s'installe. C'est assez difficile à envisager au départ, mais ça existe. Et effectivement, en fait, Apple ne veut pas travailler avec les entreprises. C'est pas leur intérêt. Apple, leur cible, c'est le consommateur final. C'est les gens qui vont faire la queue devant les App Store et ce genre de choses. Du coup, ils veulent pas. Ils ont toute une infrastructure qui existe, qui est documentée de manière un peu dure, et ils ne vont pas filer ça clé en main aux entreprises. Et du coup, ils mettent une couche entre les entreprises et eux, entre les entreprises clientes et eux-mêmes. Et du coup, cette doc-là, elle est diffusée. Enfin, c'est quoi? C'est juste le SDK qui est documenté? C'est pas vraiment un SDK, c'est pas mal plus complexe que ça parce que tu as des échanges assez lourds de certificats, ce genre de choses. J'avais commencé à m'y intéresser moi personnellement. J'ai vite été dépassé parce que ça dépassait je trouve les compétences de simple développeur, on va dire. Ça demandait vraiment à mettre en place une architecture. C'est vraiment un investissement en fait. Et c'est pour ça que les entreprises le font assez rarement. Parce qu'elles vont plutôt s'appuyer sur une entreprise qui le fait et qui l'industrialise pour différentes boîtes que de le faire elle-même pour elle-même. D'autres questions? Oui. Le fait qu'il n'y a pas un émulateur, en fait, Ouais. pour des raisons commerciales. C'est pas vraiment pour des raisons commerciales. Alors en fait, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'émulateur, c'est par rapport à Android, où Android, je peux effectivement, depuis le SDK, émuler un appareil, délimiter ses limites de processeur, de RAM, etc. Je ne pense pas, c'est peut-être pour des raisons commerciales, c'est peut-être pour encourager les gens à payer les 100 $ en plus pour l'installer sur un device. Pour moi, c'est pour une raison simple, c'est que en gros, ce que j'ai pas précisé, c'est que Objective-C Cocoa, en fait, sur iOS, c'est Cocoa Touch. Cocoa, c'est le framework qui est utilisé, en fait, qui a été un peu développé à l'époque de Next, quand Steve Jobs s'était fait virer d'Apple et qu'il a fondé Next, il s'est intéressé à Objective-C. Next a payé une licence pour le langage et c'est devenu leur SDK principal. Et quand macOS 10 est arrivé en 2001, le SDK qui était poussé en avant, c'était Cocoa. Et en fait, Cocoa et Cocoa Touch échangent une part importante en fait. Donc, ça a permis, plutôt que d'émuler un matériel, ça permet de lancer lancer les API juste compilés pour du x86. Donc je pense que c'est plus pour une raison de facilité de développement parce qu'en fait le besoin d'émulateur il ne se fait pas tellement ressentir si tu es un peu sérieux dans ce que tu fais et que du coup tu profiles ton application. Si tu la profiles bien, la plupart du temps c'est quand même mieux de l'utiliser, enfin de la mettre sur un device, rien que pour l'utilisation typiquement. Parce que comme je le disais, l'utilisation à la souris ou au trackpad d'une application, c'est pas du tout la même chose qu'au doigt. Rien à voir. Tu peux faire du spread avec les doigts sur un simulateur et tu dois appuyer sur Alt et c'est un peu complexe. C'est beaucoup plus évident de le faire sur un appareil. Donc, je pense que c'est aussi pour encourager les gens à utiliser,
pour forcer les gens à tester l'application sur un appareil avant de la diffuser. Tu dis, tu sais, faut gérer la mémoire et tout, Mhm. en faisant des releases. Ouais. Mais là, les dernières versions de Xcode, Ouais. il te gère lui-même la mémoire. Alors, il te gère lui-même la mémoire, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. En fait, ce que tu n'as plus à faire, enfin, ce qu'il fallait faire jusqu'à présent, jusqu'à iOS 4.2 à peu près, enfin jusqu'à l'existence d'iOS 5, mais qui était supporté par iOS 4.2, c'est qu'à chaque fois que je récupérais, bon, je vais parler assez technique, mais à chaque fois que je récupérais pas la paternité, mais la responsabilité d'un objet, il fallait que je le retienne, et une fois que j'avais fini de m'en servir, il fallait que je le relâche. C'est un processus sur lequel je reviendrai un peu plus en avant fin novembre. Mais en gros, ça permettait de pouvoir gérer la RAM et de gérer quand un objet, plus personne n'en a besoin, sans avoir à jamais appeler des allocs sur un objet, jamais désallouer explicitement un objet. En gros, ça c'était des règles qui étaient très, très déroutantes pour les utilisateurs qui venaient de Java ou de .NET, où il y a un garbage collector qui s'occupe de faire le ménage pour nous. Et en fait, la réponse d'Apple à ça, c'était pas de faire un garbage collector pour iOS, qui lui tournerait constamment en fond, utiliserait ses ressources, etc., et provoquerait des effets de bord. C'est que toutes ces conventions qu'on respecte quand on utilise le système de retain release d'habitude, c'est fait par le compilateur. Tu respectes certaines autres conventions qui sont beaucoup plus simples à respecter, et c'est le compilateur qui, quand il transforme ça en code natif, rajoute lui-même les retain et les releases pour faire le travail. Mais ça veut quand même dire qu'il faut que tu fasses attention quand par exemple, tu vas faire un travail qui va récupérer énormément d'éléments et les traiter. Si tu ne fais pas attention à ce que tu fais, si tu ne t'occupes pas toi-même d'aider justement ce qui s'appelle ARC, ce système-là, à savoir ce qu'il peut retenir ou relâcher, tu risques d'accumuler beaucoup de ressources d'un seul coup. Et du coup de péter ton application. Alors qu'en ayant un contrôle plus fin, tu aurais pu faire ce système-là sans faire péter ton application. D'accord, donc il faut plus jouer avec le niveau de la variable plutôt que. Exactement. Il faut plus essayer typiquement de passer une variable à nil, enfin de désallouer implicitement une variable quand tu n'en as plus besoin. C'est pas parce que le système fait les choses à ta place qu'il faut lui faire une confiance aveugle. Il ne sait pas exactement, dans certains cas bien précis, il ne sait pas forcément ce qu'il faut faire. Il faut garder en tête ce qui se passe sous le capot. Pas d'autres questions? Ouais. Précision aussi, parce que moi j'ai un ami justement qui développe sur iPhone. Mhm. Et en fait, lui, il a une technique assez particulière, c'est qu'il a toute une librairie codée en C++ en fait, D'accord. qui sont wrappées dans de l'Objective-C. Ok. Le cœur de son application n'est pas en Objective-C, D'accord. mais en C++. En C++. Ouais, donc ça lui a permis d'accélérer vachement son développement. Alors Ouais. moi, je sais pas exactement. C'est pas un mode de développement avec lequel je suis familiarisé. Je sais qu'on peut compiler effectivement du C++ ou de l'objectif C++, en l'occurrence, qui existe sur Xcode. Maintenant, c'est pas vraiment je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est pas quelque chose qui est très répandu et qui est. C'est pas très bon. Ouais. Et après, lui, venant du monde C++, Ouais, voilà. Après, il a pas mal ouais. de briques déjà Ouais. codées. et pareil si aujourd'hui tu veux faire un jeu vidéo sur iOS et que tu connais bien le C et que tu connais bien OpenGL, t'as quasiment rien à apprendre. C'est pour ça que pourtant c'était pas vraiment dans la culture d'Apple, mais l'iPhone s'est vraiment imposé comme une plateforme de jeux vidéo très très vite. Parce que les développeurs, et c'est pour ça qu'ils ont eu plus de mal sur Android au départ, et puis sur Windows Phone, parce qu'il n'y avait pas de code natif à l'époque, il y en a depuis Windows Phone 8, ils n'avaient pas la même facilité d'en faire. Mais effectivement, il y a des moyens, il y a encore des moyens détournés, effectivement. Je ne les ai pas tous énumérés. C'est un projet Google en fait qui permet de coder son application en fait en Android après Ouais. gérer un code. Ah. Alors, effectivement, il y a un bridge que Google a fait, mais ce n'est pas pour coder son application, ce serait plutôt pour coder ses objets métiers. En fait, c'est dans ce sens-là d'ailleurs. Oui. C'est pour que les gens ils fassent en priorité leur application Android, et ensuite c'est plutôt les objets métiers, éventuellement les objets business, mais tu ne vas pas pouvoir faire toute ton application, la passer dans une grosse moulinette et ça te recrache une application iOS. C'est plutôt vraiment au niveau du langage, pas tellement au niveau de l'API. Voilà. D'ailleurs, sur la portabilité, quand on veut faire une application sur iOS Ouais. et sur Google, Ouais. il faut tout recoder. Ou est-ce qu'il y a des méthodes, on va dire,
C'est ce que je disais au départ, en fait. Tu as des façons de... t'as des façons de faire une même application et de la diffuser sur les deux. Tu as Cordova qui permet de le faire, qui te permet de faire une application web qui va être encapsulée dans une application native, qui va être un bout de HTML, CSS, JavaScript. Et derrière, comme c'est du web, comme c'est vraiment du front-end, ça marche partout. Et ça marche même sur BlackBerry, je crois que ça marche sur Bada, ça marche un peu partout. Mais derrière, tu n'auras pas une application qui sera vraiment, qui va se fondre dans le décor. Tu vois ce que je veux dire? Concrètement, quand tu connais bien la plateforme iOS, quand tu connais bien la plateforme Android, tu te rends compte qu'il y a des paradigmes qui sont différents. Typiquement, un truc qui est tout bête, mais sur iOS, tout ce que tu peux faire dans ton application est visible à l'écran. Alors que sur Android, tu as le bouton menu qui va avoir une certaine action, et qui maintenant, depuis 4.0, je crois qu'il est dans l'application, et tu as le bouton retour. Alors que le bouton retour, typiquement, sur une application iOS, il est en haut dans la barre de navigation. Il y a des choses comme ça qui diffèrent d'une plateforme à l'autre. Moi, j'estime personnellement qu'il est préférable de vraiment se plonger dans la plateforme. Après, tu as un truc un peu entre les deux. Si tu veux faire vraiment que du iOS et de l'Android, tu as un truc qui s'appelle Titanium, dont je parlais, sur lequel tu codes en JavaScript avec une API bien particulière, et ça fait des applications qui sont natives, et qui chacune utilise un peu les équivalents. Une barre d'onglets sur iOS, c'est ça, une barre d'onglets sur Android, c'est ça. Tu vois, mais c'est des applications qui sont relativement basiques. Tout à fait, tout à fait. Exactement, j'en parlais tout à l'heure. En fait, Facebook, ce qu'ils ont fait au départ, c'est faire une application hybride, c'est-à-dire une application web dans une coque native. Ils ont commencé par faire ça, pourquoi? Pour faire ça une fois et être présent partout. Et cet été, ils ont refait leur application iOS, ils l'ont refaite en native de bout en bout, pour des meilleures performances, parce que tout le monde se plaignait des performances de l'application Facebook, parce que mine de rien, quand tu fais une application en hybride, tu es dans un navigateur web qui est dans une application, donc tu t'exécutes à un niveau supérieur. Donc tu fais une croix sur certaines performances. Si tu veux reproduire les animations, les machins qui sont natifs au système, tu dois les refaire en JavaScript. Enfin, tu vas utiliser quelque chose comme jQuery mobile ou ce genre de choses. Mais tu dois t'appuyer sur des choses qui ne sont pas les composants natifs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est juste une façon différente de faire les choses. Exactement. Exactement. Si toi, ton objectif à la fin, c'est de déployer que sur des iPads ou sur des Mhm. touch, tu utilises uniquement iOS, puisque tu sais, de toute façon, Tout à fait. sur cette gamme de produits. Après, tout dépend aussi de la nature d'application que tu veux faire. Si c'est une application qui va juste être une vitrine sur un web service ou ce genre de choses, une application web, des fois, ça suffit. Mais si tu veux faire une application qui a vraiment des fonctions particulières, typiquement, tu veux faire une application, une espèce d'instrument de musique, là, il faudra peut-être le coder en natif. Bien que tu veuilles le faire exactement le même sur iPhone et sur Android. Question. Ouais. On a dit qu'on avait accès à pas mal de choses, de la caméra, etc. Ouais. Est-ce qu'on a accès à l'événement du bouton Home? Et non, le bouton Home, c'est quelque chose qui est, en fait, c'est la porte de sortie.